Jazzy. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reconstituons le dossier de Catherine de Gatineau. Après la mise en place, nous allons procéder aux détails de ces observations. Pour ce faire, j'ai requis l'aide de Christiane Bourdon de Saint-Donat. Elle a fait ses classes de théâtre. Elle est donc là pour personnifier Catherine. Pendant des années, le phénomène ufologique s'est consacré au RR1 et RR2, soit les rencontres dites proches à moins de 500 pieds, avec ou sans effet sur l'environnement. C'est par peur du ridicule le plus souvent que cette approche était privilégiée, les chercheurs hésitant à rapporter un incident au cours duquel un occupant aurait été vu. Les témoins, pour leur part, éprouvaient déjà assez de difficultés à raconter leur pauvre petite histoire de phénomènes lumineux sans qu'ils aient l'audace de pousser jusqu'à raconter qu'ils ont vu des extraterrestres. Cela s'est produit pour Benoît Grégoire et sa femme qui, en 1968, me racontaient leurs observations incroyables de multiples ovnis au-dessus de leur tête, mais qu'aura avoué avoir vu un être près d'un vaisseau au sol que 25 ans plus tard. Certains l'ont fait, sont demeurés anonymes, mais ont contribué au fil des ans à enrichir l'encyclopédie ufologique. 2 cas très importants sur lesquels j'ai travaillé ont retenu l'attention, l'affaire Coleraine en 1969 et l'affaire Saint-Jean d'Iberville quelques années plus tard. Ces dossiers m'ont permis d'aller de l'avant et de mettre le pied dans le phénomène des rencontres du troisième type. Quant au public, il aura dû attendre que Spielberg leur offre son film du même nom et plus tard le célèbre E.T. Sans le savoir, peut-être que oui, peut-être que non, il a contribué à l'évolution de la conscience du public en banalisant le phénomène, le rendant plus accessible, puisque, enfin, un film de fiction ne maquillait plus les extraterrestres en de sordides créatures ridicules du genre Independence Day. Durant une quinzaine d'années, 1973-88, un silence pesant va s'installer sur la communauté ufologique. Les livres se font rarissimes, les magazines disparaissent des tablettes, les groupes se font moins nombreux, les médias ne rapportent plus aucun témoignage et le public découvre de toute façon les mérites d'une nouvelle mode, le nouvel âge. On ne fait plus tourner les tables, on médite, on fait des voyages astraux et on lit les auras. Soudain, c'est la folie. C'est alors que vers la fin des années 80 survient 2 phénomènes, Roswell et les enlèvements. Randalls et Schmidt viennent de compléter le travail amorcé par Berlitz et Moore sur l'écrasement d'un UFO au Nouveau-Mexique en 1947. On y parle d'occupants morts et blessés, retirés des débris du vaisseau. Simultanément, Raymond Fowler, un auteur jusque-là inconnu du public, l'affaire Andreessen. Puis, c'est Bud Hopkins qui publie Intruders, The Copley Woods Affair. Ensuite, Fowler revient de plus belle avec le cas de Betty Andreessen, suivi de Hopkins encore, puis Whitley Strieber et son célèbre Communion. D'autres s'ajoutent à la liste quand finalement survient le docteur John Mack de l'Université de Harvard et la rencontre des psychologues et chercheurs au MIT en 1992. Les enlèvements deviennent rapidement le sujet du jour et plus aucun chercheur n'hésite à en traiter ouvertement. Avant même que le public ait eu le temps de s'habituer au concept des rencontres du troisième type, RR3, voilà que les rencontres du quatrième type entrent de plein pied dans leur conscience ébranlée. Les UFO ne font donc plus que se poser après avoir survolé la Terre, ils font plus que rencontrer les gens, ils les enlèvent, les séquestrent, contre leur volonté, quelques heures, et les ramènent. La presque totalité des témoignages fait état d'examens corporels, d'examens génitaux, et plusieurs femmes sont convaincues d'avoir été mères porteuses d'un fœtus qu'on leur a retiré après quelques mois d'une grossesse anormale. Les chercheurs s'entendent à dire qu'une personne enlevée n'est pas une victime accidentelle, mais choisie, sélectionnée, et que ce processus se poursuit depuis de nombreuses années, de l'enfance jusqu'à un âge avancé. Certains témoins ont près de 70 ans chez les hommes.
Il a également établi que les enlevés ne sont jamais seuls dans leur famille, puisqu'ils sont souvent les enfants eux-mêmes de parents qui ont été enlevés ou sont parents d'enfants qui le sont également. Si pour certains cela ne fait aucun sens, n'oublions pas que si ces visiteurs ont un intérêt particulier pour certains types de gènes, il est naturel d'en suivre la croissance au fil des ans et de s'approvisionner au sein d'une même famille, partageant la même hérédité, et ce, dans le but évident de créer une race hybride, viable, fertile et capable éventuellement de peupler un monde situé tout près de nous, chez nous ou aux confins de la galaxie. Si la science moderne cessait de considérer ces rapports comme de la pure fantaisie, il serait intéressant de prélever un échantillon de l'ADN de chacun des enlevés afin de déterminer s'il n'y existe pas un ou plusieurs facteurs communs. Enfin, il est important de mentionner que ces enlevés ne correspondent aucunement à un profil précis. Qu'il s'agisse de leur métier, de leur revenu, de leur âge, la plupart sont anglo-saxons et de race blanche, bien que plusieurs cas ont été signalés en Amérique du Sud, en France et bien sûr au Québec. Enfin, aucune étude sérieuse n'a été entreprise en Afrique ou en Asie, ce qui nous laisse donc dans l'ignorance, particulièrement depuis le décès des regrettés John Mack et Bud Hopkins. Aujourd'hui, notre témoin se nomme Catherine M. Son profil social est au-dessus de la moyenne. Son intelligence est supérieure par son étonnante capacité d'apprendre et de maîtriser rapidement ses connaissances. Elle n'a pas d'enfant, n'est pas mariée et se considère antisociale, à tout le moins, lorsque je l'ai rencontrée vers la fin des années 90. Je n'ai pas eu de nouveaux contacts depuis mon départ de l'Outaouais en 1998. Elle n'a jamais voulu s'intéresser aux UFO et n'a lu que Communion plus récemment, qu'elle a délaissé après quelques pages. Son plus ardent désir qu'elle a manifesté avec vigueur est simple. Vivre normalement, comme une femme normale, avec son homme, dans un monde normal, et cesser d'être victime de tous ces événements troublants. T'as pas idée comme je voudrais être lui. Je donnerais n'importe quoi au monde pour être comme lui. Dit-elle en pointant son ami de cœur. Oh, je suis écœurée d'en parler. Mais je passe pour une débile. Je suis loin d'être folle. C'est sans doute pour cette raison, d'ailleurs, que Catherine n'a plus cherché à me parler après mon départ, probablement même très heureuse de ne plus me voir dans le coin avec mes airs d'ufologue insatisfait. C'était son entrée en matière lorsque nous l'avons rencontrée. Soit dit en passant, c'est moi qui ai fait les démarches et les pressions nécessaires sur son entourage pour qu'elle accepte de me parler. Ça n'a pas été facile. Et même après plusieurs heures, elle refusait de se soumettre à l'hypnose. Oui, de peur que je réalise que finalement, cette autre vie-là est peut-être plus intéressante que la mienne. Ah, je préfère pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Catherine M. a connu des événements extrêmement troublants au cours de sa vie. Aucun ne peut être expliqué sans recourir à un fatras de pseudo-explications neuropsychopathologiques. On pourrait se débarrasser de Catherine M. en disant tout simplement « elle hallucine, elle est folle, elle est menteuse, elle a trop d'imagination, elle n'a pas tous ses sens, il lui manque du change, elle rame toujours dans le même bord. » Catherine M. considère que l'événement le plus important qui lui est arrivé est celui au cours duquel elle a entendu des petits pas de plusieurs personnes de très petite taille dans sa résidence. Son chat est soudainement devenu hystérique, crachait comme un damné. Un comportement inhabituel, voire exceptionnel chez lui. Elle n'a rien vu. J'ai vécu exactement cela en 1978 et je peux vous assurer que c'est terrifiant. Dans les minutes qui ont suivi, dans son cas, des hélicoptères sont venus survoler sa résidence, ce qu'elle trouve normal, n'y voyant aucune corrélation. Ce simple fait donne pourtant à son histoire une dimension intéressante sur laquelle je reviendrai plus tard. Le second événement en importance est l'apparition et la disparition aussi subite d'un grand blond à ses côtés, alors que sa voiture était enlisée dans la neige jusqu'aux essieux. Mais pour moi, l'événement le plus important est celui qui est survenu vers 1988,
alors qu'elle roulait à bord de son véhicule sur la Gap à Gatineau, tout juste avant de passer sous le viaduc de la 50. Elle a peu de souvenirs exacts de la date. Ce sont des souvenirs difficiles à évoquer parce qu'ils sont quasi impossibles à décrire proprement. Voici la transcription de l'enregistrement réalisé à son domicile en décembre 1995. Oui. Je revenais de chez mon ami. J'étais allé le reconduire chez lui dans ma grosse Camaro bleu ciel. Ah, j'étais bien fière. Mon ami demeurait au... De la rue, qui demande une vingtaine de minutes au maximum aller-retour. C'est ça, ce qui est une vingtaine de minutes de route au maximum aller-retour. Il est tard, environ 10h30. Je roule sur la Gap et comme j'allais arriver à la hauteur du viaduc... Qu'y a-t-il? Je sais pas. C'est bizarre parce que le viaduc... Attends. Le viaduc... Attends une minute. Là. Il y a quelque chose avec le viaduc, mais je sais pas quoi. Mais je savais... Ah oui, je me souviens maintenant que le viaduc était important. Il y a un gros rôle à jouer dans cette histoire-là. Mais, en tout cas, de toute façon, je m'en venais, puis la musique, elle jouait au bout. Mais est-ce que vous veniez de passer le viaduc? Non, mais c'est ça l'affaire que je sais pas. Est-ce que c'est arrivé avant ou après le viaduc? Je m'en rappelle pas. OK, ça va. Poursuivez. OK. Là, ce que je vais dire, c'est impossible à dire. Je vais dire quelque chose, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est juste que j'ai pas les mots. Puis je pense pas qu'il existe des mots non plus pour décrire ça. C'est comme si un artiste avait peint une toile tout autour de moi dans l'auto. Puis derrière cette toile, il y a une lumière fantastique qui passe à travers des tout petits trous dans la toile. C'est une lumière très forte, mais elle n'a pas de rayon, juste une dimension. À part de la toile, descend le long de la toile, elle descend comme de la neige, comme des milliers de points lumineux. Ouch! C'était incroyable. À ce moment-là, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est survenu? J'ai renfoncé dans mon siège, le cœur m'a remonté dans la gorge, puis l'auto s'est soulevée. D'un seul coup. Puis en une fraction de seconde, l'auto est revenue au sol. Tout est disparu d'un trait. Plus de toile, plus de lumière. J'étais au même endroit, puis j'avais juste à continuer ma route pour en venir chez moi. Mais comment avez-vous pu conduire avec cette lumière-là? Ah oui, mais ça s'est passé trop vite que je réagisse. Je continuais de voir autour de moi, mais ce que je voyais, c'était comme peint par un artiste, puis la lumière éclairait tout ça, par derrière. Mais je voyais très bien. Mais quand l'auto est retombée, c'est comme si rien s'était passé, sauf que j'ai senti le cœur se remettre à sa place. À ce stade-ci, il serait toujours possible d'expliquer l'événement comme un malaise quelconque, perturbant la vue, ce que peut occasionner plusieurs maladies, comme le diabète, par exemple. Plusieurs autres désordres neurologiques ou simplement un problème du nerf optique pourraient expliquer le tout. Mais Catherine roule à bonne vitesse. Immédiatement après l'événement, elle poursuit sa route. Elle ne s'est pas arrêtée et en moins de 10 minutes, elle entre chez elle. Elle n'a subi aucun accident, n'a pas dérapé, ce qui signifie que malgré cet événement, elle est demeurée en contrôle de son véhicule sans qu'aucun incident ne se produise. La suite de son histoire vient donc compliquer grandement toutes les tentatives précédentes d'explication. En arrivant chez moi, je vois ma mère sortir toute énervée. Mon père est en panique. Les deux crient après moi en même temps comme s'il y avait le feu. Ils me disent que mon chum est inquiet. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ça lâchait pas. Mais quand j'en ai eu assez de me faire engueuler, je leur ai dit d'arrêter puis de me dire c'était quoi leur maudit problème. Selon eux, ça faisait 2h30 que j'étais partie de la maison. Il vous manque 2h30 ou 10, peu importe, que vous ne pouvez pas expliquer? C'est ça.
Puisque nous pouvons peut-être relier ce temps perdu à la vision de la toile et de la lumière, êtes-vous sûr que lorsque la voiture est retombée, vous étiez bien sur la Gap? Ah ben oui, c'est bien certain. Hey, je serais bien devenue folle s'il avait fallu que je me retrouve ailleurs rien que d'une claque. Décrit par plusieurs auteurs, et ça aussi je l'ai vécu comme je l'explique dans mon bouquin, ce dont je n'ai jamais parlé, le Missing Time témoigne de l'oubli systématique du témoin des événements qui se sont déroulés durant cette période. Catherine n'a jamais quitté la route, n'a jamais stoppé son véhicule. Pour expliquer sa vision, l'effet d'accélération verticale, la lumière et une amnésie totale de plus de 2 heures pour ensuite revenir brusquement à la vie normale, il faudra me démontrer qu'une telle maladie existe. Il faudra également me démontrer qu'elle ne se produit pas qu'une fois et n'a aucun effet secondaire. L'histoire de Catherine n'est pas sans rappeler les événements qui entourent la vie de Debbie Jordan et Kathy Mitchell. Cette dernière raconte particulièrement une expérience avec sa voiture qui n'est pas sans rappeler ce qui est survenu à Catherine M. Tel que mentionné plus tôt, ce n'est pas le seul événement qui se soit produit dans la vie de Catherine. L'observation d'un UFO en pleine nuit au-dessus du lac Blue Sea, les petits pas dans sa maison, le grand blond de la tempête de neige, sa mystérieuse escorte et combien d'autres viendront s'ajouter éventuellement à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Catherine. Voici maintenant la reconstitution d'un appel téléphonique. Monsieur Cazot? Oui, c'est moi. Catherine? Il est survenu quelque chose? Tout juste avant Noël, puis cette fois, j'ai vu ce qu'ils ont l'air. Sérieux? Vous semblez, comment je dirais, moins... En maudit, oui. Oui, je sais, ça me surprend, moi aussi. Catherine est d'excellente humeur. Elle n'éprouve aucune amertume face à son expérience, la première depuis plusieurs mois. Cette fois, tout s'est produit le ou vers le 22 décembre 1995, dans le milieu de la nuit. Voici la reconstitution et la retranscription exacte de l'entrevue réalisée le 16 janvier 1996. Quand l'événement est-il survenu? Puis vers quelle heure? Je dirais 3 ou 4 jours avant Noël. Oh, j'ai pas regardé l'heure, c'était la nuit. Je venais de me lever pour aller aux toilettes. J'étais complètement réveillée. Et ça, là, je tiens à le dire. J'étais consciente. Il faisait froid dans la maison et tout était normal. Mais au moment où j'atteins la salle de bain, en passant devant l'escalier, j'ai tout vu en un flash. C'est vous seul? Non. Mon ami dormait dans la chambre, mais une bombe le réveillerait pas. Tout ce que je vois, c'est de la lumière. Elle est très blanche, devient de plus en plus grisâtre et finalement gris foncé vers le bas. Mais dans le haut, tout est blanc. Puis dans cette bande de lumière, je vois à 20 pieds de vent 2 hommes qui sont de côté, debout, et travaillent sur une espèce de plateforme très épaisse et grise métallique. Mais le plus curieux, c'est qu'ils s'éloignent. Mais après une seconde ou 2, je réalise que c'est moi qui recule. Je m'éloigne puis je flotte. Et ça va bien, mon affaire. Je flotte, j'ai les 2 bras en croix qui s'agitent doucement, puis je suis très bien. Je sens que je suis attiré ou tiré vers l'arrière. Et on se sent comment à ce moment-là? Ah, très bien, je te le dis, très bien. Je suis pas surprise, pas apeurée, tout est beau. C'est comme si rien de tout ça était important. Mais brusquement, tout part, tout s'arrête. Je reviens à moi, sauf que je suis debout dans le milieu de l'escalier. OK, très bien. On va revoir tout ça en détail. Est-ce que vous refusez toujours l'hypnose? Ah ben absolument. Non, je l'ai déjà dit. Ça me faisait rien de te raconter ces affaires-là quand ça arrive, mais je veux pas que ça envahisse ma vie. De toute façon, c'est mieux que la dernière fois, parce que là, j'ai vu des bonhommes. C'est ce qui vous a frappé le plus. Ah oui, j'étais fascinée. Mais il y a autre chose. Le plancher. Ah. Oui. On aurait dit un plancher de gélatine. Ouais. Avant de revenir là-dessus, dites-moi ce que vous avez fait
en réalisant que vous étiez dans le milieu de l'escalier? Rien. Non, rien. J'étais ni choquée, ni contente. J'ai remonté. Je suis allée à la toilette, je suis allée me recoucher. Ah ben là, tu vas me demander si j'avais des bleus, des marques. Non, rien. Mais c'est là que j'ai entendu encore les maudits hélicoptères. Noir, pas de signe, rien. Mais c'est quoi ces affaires-là? Il y a beaucoup de choses à couvrir et on va revenir sur les hélicoptères. Mais d'abord, le plancher. Bon. Ben, il y a 3 choses qui m'ont frappé. Pas de couleur, tout était gris ou blanc, pas d'odeur, pas de son. Ça m'a frappé effrayant. Mais après coup, puis en y repensant. Mais le plancher, là, c'est bien bizarre, je te dis. Là, je reculais vite, très vite. Mais c'est là que j'ai vu le plancher. Il était gris foncé, bosselé, en relief, des petites bosses grises transparentes qui ressemblaient à de la gélatine. Puis dans les bosses, il y avait comme de la fumée. Oui. C'était immense, tout ça. Pas de limite, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, pas de décor, rien. Mais le plancher était rempli de petites, ici, c'est moguls. Les moguls, les bosses, les pentes de ski. Les pentes de ski, oui, c'est ça, les moguls. OK. Ah, c'était bien cute. Ou comme du papier à bulles pour les enveloppes? Ah non, pas aussi égal que ça, non. Mais ça remplissait tout l'espace jusqu'au bonhomme. Eux autres, ils étaient sur un fond de lumière avec la plateforme. OK, on va parler d'eux autres maintenant, leur taille. Il avait de l'air normal, mais j'avais rien pour me référer. Il n'était pas disproportionné. Je suis surpris de voir le calme avec lequel vous racontez ça par rapport à l'agressivité que vous aviez la dernière fois. Oui. Et ça, c'est une chose qui m'étonne, moi aussi. Je comprends pas, là. Mais c'est comme ça. OK, revenons à la description. Oui. Ils étaient 3. 2. Ils étaient 2, blancs, ni habillés, ni nus. Puis leurs bras, comme leurs jambes, étaient parfaitement ronds. Mais là, je veux dire, comme des tubes, pas d'os. OK. Oui, pas de muscles qu'on peut voir à travers la peau. Puis les avant-bras étaient plus longs que normal, par exemple. Leur peau était blanche comme de la craie. OK. Et le visage? Ah, là, il n'y avait pas de cheveux, les yeux, le nez. Ça, c'est bizarre. Il y avait des traits. Ben, tu sais qu'ils ont des traits, mais pas de grands yeux noirs comme dans les films. Ah bon, OK. Non, ils étaient faceless, mais ils avaient un visage. Ah, je sais pas comment dire ça. C'est un visage discret. Ah, je sais pas. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Parle-moi de la plateforme. Bon. Ben, c'était comme une table très épaisse, mais pas de pattes. C'était gris métallique. Il y avait aussi comme un rebord plus épais aux extrémités. Je faisais quelque chose là-dessus, mais je sais pas quoi. Il y avait l'air occupé par ça, mais pas par moi. Pas du tout. Moi, je m'en allais. Parlez-moi donc des hélicoptères. Oui. Ouais, j'avais dit quand j'avais entendu des petits pas partout dans la maison et que mon chat m'empêchait de descendre l'escalier. Puis que j'avais entendu des hélicoptères au-dessus de la maison. La même affaire. 2 hélicoptères que j'ai vus de proche, et même s'il faisait noir dehors, je les ai très bien vus, très bien entendus, mais il n'y avait aucun signe. Pas de lettres, pas de chiffres. Moi, j'ai un ami qui travaille à Airplanes. Il m'a dit que des hélicoptères noirs n'existent que dans la Delta Force aux États-Unis. OK. Oui, et puis que la nuit, les lettres vert foncé sur fond noir sont pas visibles. Il a dit que des choppers de même, on n'en a pas ici, et que les hélicoptères de l'armée sont pas supposés survoler les zones habitées en plein milieu de la nuit. Mais c'est quoi ça? Je sais que vous n'avez pas eu de bleu à la suite de cette histoire-là, mais que vous en avez déjà eu. Est-ce que vous voulez m'en parler? Oui. Très souvent, je me réveille le matin, puis j'ai des bleus sur le corps. Mais ce ne sont pas des bleus normaux. Ils sont tout petits, de la grosseur d'un pois, puis parfaitement ronds. J'en ai partout, mais surtout près du poignet.
Mon fameux poignet. C'est quoi votre problème au poignet? Ah, il me fait souffrir. J'ai un os de sortie, on dirait, mais ça fait 3 radios que je passe, il trouve rien. C'est comme pour mon gynéco. Lui aussi, il capote. Oh, oui? Oui. Ouais. Ça fait 3 laparoscopies que j'ai. Il trouve rien. C'est pas ce que j'ai. Je souffle le martyre une fois par mois. Ça brûle, ça gonfle. Ça fait tous les temps. Puis personne ne peut m'aider puis me dire ce que j'ai. Ouais. Ça a l'air que c'est pas de l'endométriose. Il ne s'agit là que d'une conclusion partielle, puisque le dossier Catherine ne semble pas vouloir tomber dans l'oubli, mais revenir en force. Elle démontre une mémoire étendue et plus précise. Ce qui étonne est l'attitude de Catherine. Un peu comme si le fait de s'être souvenue d'avoir vu des êtres vivants changeait son attitude à leur endroit. Elle a ajouté de nouveaux faits, particulièrement concernant ces miracles avec les dauphins. Certains chercheurs affirment que la religion privilégiée des enlevés avec les visiteurs se reflète parfois sur la relation de l'enlevé avec les différents cétacés. Catherine a reconnu que c'était sa plus grande fascination et qu'elle attire ces derniers vers elle dans les bassins qu'on retrouve en Floride. Chaque fois, on me demande si je suis une employée. Puis eux, les employés, me demandent ce que je peux bien leur faire. Bien, à Tadoussac, je déclenche des observations records. Bien, j'ai une relation très spéciale avec les baleines puis les dauphins. C'est pas croyable. Par la suite, j'ai demandé à Catherine si son besoin d'uriner avait été normal ou aigu. Il faut supposer que l'ayant interrompu juste avant de se rendre à la salle de bain, ils ne l'ont pas retenu trop longtemps. Catherine n'a toutefois aucune idée si elle a manqué du temps ou si son envie était plus urgent après le fait. J'ai manqué 3 marches dans l'escalier. Ça, c'est sûr. De retour, après la pause. Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, À la conquête de la couronne d'or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Voilà le bon vent, la jolie bombe. Mais l'hiver, faut qu'elle résore. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25 % de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Sur le long chemin, tout blanc de neige blonde. C'est sûr qu'il fait froid dehors, mais j'ai baissé d'1 degré, puis personne s'en est rendu compte. Abaissez votre chauffage, car il représente jusqu'à 54 % de votre facture d'électricité. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne, juste passé les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Salut, c'est PA Méthode. Là, je suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de mon équipe de gérance PPS Canada. Ils sont complètement tombés sur la tête. Ils ont pas assez de travailler avec tous leurs artistes puis moi en management, qu'en plus, ils ont démarré 2 nouvelles divisions. Une division jeunesse et une division événements. Vous pouvez donc les contacter pour tous vos besoins en artistes, spectacles, amuseurs, animations, jeux gonflables et thématiques, personnificateurs, objets promotionnels, la bouffe, la salle, le transport, puis toute la patente. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même les contacter si vous voulez qu'ils vous montrent une activité pour vous autres. Vous n'avez rien à faire, ils s'occupent de tout. Un vrai clé en main. Ils ont même une spécialiste pour votre mariage. Ils sont hot, hein? Alors, pour toute information, allez sur www.ppscanada.com www.ppscanada.com et recherchez Jessica. Pour la mécanique, quand on veut prendre soin de son véhicule, on fait faire ça chez un spécialiste. Radiateur Lévy est votre meilleure option. Évidemment qu'ils sont les gens à qui vous devez parler pour vos problèmes de radiateur. Compétence, professionnalisme, courtoisie, des pros qui travaillent avec cœur pour votre satisfaction. Radiateur Lévy est aussi la seule entreprise dans le coin à avoir la nouvelle technologie de Frayon 1, 2, 3, 4 pour l'air climatisé. Soyez assurés de notre rapport qualité-prix imbattable. Appelez Radiateur Lévy, vous ne vous tromperez
raterez jamais. Nouvelle adresse, 4850A, boulevard Guillaume Couture à Lévis ou 418-833-3441. Radiateur Lévis, votre spécialiste depuis plus de 10 ans. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. AM, l'école du micro d'argent. Le classique des classiques hip-hop revient sur scène. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Le 30 juin 2018, au Centre Vidéotron. AM. Avec invités spéciaux, Eman, Evelooper et Rhymes. Billets en vente le samedi 18 novembre à midi sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Ézéchiel Productions. Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logos animés pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. 96.9, L'alternative radiophonique. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Nous sommes toujours au Fait Maudit. J'ai toujours avec moi Christiane Bourdon. Cette fois, nous allons reconstituer le dossier Saint-Jean d'Iberville. Et toujours, comme je viens de le mentionner, avec l'aide de Christiane Bourdon, dans le rôle de la mère, et Nicolas Fontaine, dans le rôle du jeune garçon, mais également dans le rôle du père. Le type d'observation qui suit ne laisse place à aucune alternative que ce qui est décrit. C'est un ovni classique avec ses occupants, ou alors c'est un canular. J'ai choisi ce dossier parce que, à mon avis, le canular est totalement exclu. Et on verra pourquoi. Mais voici d'abord le contenu intégral et non retouché de la lettre reçue à mes bureaux en juillet 1971 et l'auteur de la lettre a... À la suite de votre série de reportages sur les secoupes volantes qui passent présentement dans le petit journal, je vais donc vous apporter un événement dont ma mère et moi furent témoins. Les raisons pour lesquelles nous n'en avions parlé à personne avant ce jour. 1. Avant ce jour, nous ne croyons que très peu à ces ovnis. 2. Nous ne voulions pas passer pour des mentales. Mais à la suite de ce que nous lisons, nous avons décidé de rapporter ce fait qui peut-être pourra vous aider et se rapporter à d'autres cas qui pourraient être semblables. Ceci se passa jeudi le 25 septembre 1969, vers 10h30 p.m., Saint-Jean, Québec, dans le tournant du séminaire pour se diriger sur le boulevard Vanier. À ce moment, j'étais avec ma mère en automobile à la recherche de notre cocker. Donc, nous portions une attention très sérieuse et regardions dans le champ près du boulevard du séminaire pour voir si notre chien ne s'y trouvait pas. C'est alors que subitement quelque chose de lumineux se trouvait dans le champ le long du bois et qui attira notre attention. Je fus ébloui et demandai à ma mère si elle voyait la même chose que moi. Elle arrêta son automobile pour mieux observer. Nous étions à environ 500 pieds de cet engin qui ressemblait à une grosse boule d'un bleu clair, très lumineuse, de forme ovale, et qui devait avoir une 40aine de pieds de diamètre. Nous virent 3 hommes à l'extérieur de cet engin et environ 2 autres à l'intérieur. Les hommes devaient mesurer environ 6 pieds de hauteur, ils étaient minces et portaient comme un habillement spécial. Alors immédiatement, ma mère eut l'idée d'aller chercher mon père pour qu'il puisse voir ce que nous voyions. Car mon père n'était pas très loin de là, et à ce moment, nous ne virent personne à qui nous pourrions avoir des renseignements. Car une seule personne avait passé lorsque nous sommes arrêtés, puis par la suite, aucune ne passa. Le temps de trouver mon père, de repartir, puis en route nous trouvâmes notre chien, le fit monter dans le taux. Tout ça prit environ 10 minutes, et lorsque nous sommes arrivés à l'endroit où cet ovni était, il n'y avait plus rien. Mon père décida de monter sur la côte, dans le champ, près du bois, et tout ce qui restait comme preuve de cette visite nocturne était de l'herbe aplatie sur environ une 40aine de pieds de diamètre et beaucoup de branchages sur le sol.
Et la lettre se termine par une série de questions sur la nature des ovnis, etc., etc. Nous étions à cette époque à 2 ans de l'observation et avions peu d'espoir de voir la trace dans un état satisfaisant. Mais il était impératif de rencontrer ces témoins, ce qui fut fait le 31 juillet 1971 à Saint-Jean-d'Iberville. Comme déjà mentionné, la nature de l'observation, qui sera revue en détail dans l'interrogatoire que vous entendrez dans quelques instants, laisse clairement supposer la présence d'un objet massif de forme ovale, translucide en apparence et lumineux dans son ensemble, posé sur un terrain non accessible par aucune route. En lisant la lettre, notre première réaction, les enquêteurs de la SRPM de l'époque, fut de penser que l'objet était une sorte de roulotte de camping ou tout autre type de véhicule récréatif motorisé disponible en 69. Notre premier choix était une roulotte de type Airstream. Le Airstream 1969 est une roulotte entièrement métallisée, la seule de son genre sur le marché. Quant aux motorisés de ces années-là, ils n'ont pas cette surface unie et polie typique de la marque Airstream. De plus, roulottes ou motorisés ne produisent aucune luminosité et ne sont pas translucides. Ce qui nous faisait tiquer, toutefois, était bien évidemment l'apparente absence de traces de roues et la présence inusitée d'un secteur ovale d'herbe aplatie. Une étude de la carte des lieux démontrait également qu'il aurait été obligé d'emprunter la route sur laquelle les témoins se trouvaient pour quitter les lieux. Or, la seule façon de quitter le secteur aussi rapidement et sans être vu était par la voie des airs. Le canular devenait donc, pour le moment, la seule explication alternative possible. Mais il nous paraissait très douteux qu'un père de famille, une mère de famille, se soit rendu complice d'un tel canular en impliquant dans ce mensonge stupide et inutile leur garçon de 14 ans. Mentionnons que dans sa réponse acceptant de nous rencontrer, le père de famille, un commerçant bien connu, exigea de notre organisation une discrétion absolue. Mais c'est surtout la présence de l'enfant qui gênait. Quelle sorte de parent allait utiliser un enfant de cet âge pour initier lui-même un tel mensonge aussi grossier et dans quel but? En arrivant sur les lieux, notre premier objectif était donc de cerner la personnalité de ces gens. Nous sommes alors 3 enquêteurs et une jeune femme, Rachel, à titre d'observatrice. C'est une maison de banlieue, un bungalow standard, bien tenu, tout est propre, en bon ordre. À l'arrière, un petit jardin de fleurs et de légumes, dont quelques plants de tomates assez prometteurs. Le père est un homme dans la quarantaine, il est aimable, mais une fois les politesses terminées, il met tout de suite les cartes sur table. Il est propriétaire d'un commerce bien établi dans la région. Il fait affaire avec des clients du secteur de la construction lourde. Pour lui, il est impératif que toute cette histoire ne révèle aucun nom. La mère est du même âge ou à peine la trentaine avancée. Et quant au garçon, il est, comme on le disait à l'époque, bien élevé et très posé. La stratégie consiste donc à mettre au point un questionnaire très précis et de faire subir ce dernier à la mère d'abord. Rachel et 2 enquêteurs s'isolent avec celle-ci dans le sous-sol de la résidence, pendant que le 3e patiente avec le père et son fils, qui a 14 ans au moment de l'entrevue, et ils font ça dans la cuisine. Il n'y a aucune façon pour eux d'entendre la conversation qui se déroule en bas. Puis, c'est au tour du 3e enquêteur de descendre au sous-sol. Il prend connaissance des réponses de la mère et ajuste son questionnaire. Le jeune témoin prend alors la place de sa mère qui retourne au rez-de-chaussée et le questionnaire débute avec un des enquêteurs précédents, également sur place. Durant ce temps, un des 2 enquêteurs élabore un second questionnaire destiné au père pour confirmer certains détails, même s'il n'a pas été témoin de l'événement. Cette entrevue aura lieu en l'absence de la mère qui s'occupe à l'extérieur de la maison. Donc, si canular il y a, ces 3-là doivent être fin prêts, sans quoi il y aura des contradictions flagrantes. Et comme vous pourrez le constater, aucune ne fut décelée. Toutefois, et c'est ce qui rend le témoignage d'autant plus crédible,
Les contradictions mineures qu'on y retrouve sont parfaitement naturelles et touchent des points où, en fait, il aurait été quasi anormal qu'ils s'entendent parfaitement. Je n'ai pas séparé les questionnaires, ça aurait été trop long. Je les ai donc réunis en un seul, de sorte que les réponses des 2 témoins principaux, bien qu'ils étaient séparés au moment d'y répondre, seront ensemble ici dans cette reconstitution-là. J'ai donc ajusté le tout en fonction des questions contrôle. Nous y allons maintenant avec la reconstitution du questionnaire. Qui de vous deux a vu en premier la lumière dans le chemin? C'est mon fils qui a vu la lumière en premier, mais elle n'était pas dans le chemin. C'est moi. Et plus tard, le témoin dira qu'il répondait à la question principale et non au sous-entendu sur le lieu précis d'où se situait l'objet. Quel sens a le mot « ébloui » dans la lettre que votre fils a envoyée? Cela a eu le sens de surprise, je dirais, et non pas dans le sens d'aveuglant. Ça m'a frappé. Ça m'a surpris. Quelles ont été vos 2 réactions lorsque vous avez vu la lumière? J'ai tout d'abord coupé le moteur, puis j'ai dit à mon fils, il faut aller chercher ton père tout de suite. Puis là, il a répondu, mais crois-tu maintenant quand je te disais que les soucoupes volantes, ça existe? J'étais très surpris. Je savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il n'y avait pas de maison à cet endroit-là. Et le témoin parle de sa réaction et non d'éléments gestuels ou de conversation. Une fois l'objet aperçu, est-ce qu'on a immobilisé le véhicule? J'ai coupé le moteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je me souviens pas si j'ai fermé les phares. On a ralenti considérablement, puis je dirais même qu'on s'est arrêté. Mais je crois pas que ma mère a pu couper le contact. Cette contradiction s'explique par le fait que l'enfant n'avait que 12 ans. C'est un geste qu'il a facilement pu ne pas voir. À quelle distance étiez-vous de l'objet à ce moment-là? À environ 450 pieds. Je dirais pas loin de 500 pieds. Est-ce qu'un d'entre vous est descendu du véhicule ou baissé les vitres de portière? Non. Nous sommes restés ou demeurés dans la voiture et nous n'avons pas baissé les vitres. Non. Pouviez-vous entendre un son? Non, les vitres étaient fermées. Non. Quelle était la forme de l'objet? Je dirais que c'était une forme comme un ovale, mais plus haut que long. Un ovale. Peu importe d'où on aurait pu le regarder. Et quelle était la couleur de l'objet? Un bleu lumineux qui ressemble au néon. Un bleu clair. Était-ce éblouissant? C'était très lumineux, mais pas aveuglant. Non, c'était pas aveuglant. Quel était le diamètre de l'objet? Environ 35 à 45 pieds. Environ 45 pieds. Avez-vous vu les hommes après ou pendant avoir vu l'objet? En même temps. En même temps, il était là au début. Quelles ont été vos 2 réactions après ces quelques secondes ou minutes d'observation? Ça a duré environ 3 minutes, mais comme j'ai déjà mentionné, j'ai coupé le contact et j'ai pensé à prévenir mon mari. Je voulais descendre, mais ma mère voulait pas. Que faisaient les hommes à l'extérieur? Ils étaient debout et semblaient chercher quelque chose. Ils étaient légèrement courbés, je dirais. Les hommes tournaient devant l'objet et chacun faisait sa petite affaire. Votre présence sur les lieux a-t-elle semblé changer quelque chose? Non. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis sûr que les 2 hommes à l'intérieur nous ont vus. Décrivez l'objet outre sa forme ovale. Il y avait comme une lisière vitrée qui semblait entourer l'objet. On aurait dit que la partie supérieure était transparente. Est-ce que vous pouviez voir à l'intérieur de l'objet autre chose que les 2 hommes? Oui, mais c'était impossible à identifier. On voyait le contour de d'autres objets, mais je peux pas dire ce que c'était. Décrivez les êtres en détail. D'abord, tous la même grandeur? Oui. Ouais. Non, enfin peut-être. Ils étaient légèrement courbés. Les 2 êtres à l'intérieur, est-ce qu'ils étaient de la même grandeur l'un que l'autre? Oui, eux aussi. Je dirais que oui. Étaient-ils plus corpulents ou plus minces que nous? Ouais, ils étaient bien balancés. Assez minces. Élancés. Leurs yeux? Mais on était trop loin. On n'a pas vu, ils étaient trop loin pour ça. Avez-vous vu leurs mains, le nombre de doigts? Non, nous étions trop loin. Ni les mains, ni le visage. Leur tête était-elle recouverte d'un casque? On aurait dit qu'un casque rond recouvrait leur tête. Il y avait un uniforme.
faut dire que le phénomène des petits gris ou même des grands gris avec une tête démesurée était totalement inconnu à l'époque, surtout au Québec. De nombreux cas de RR3 de l'époque rapportent cette histoire de casque. De nos jours, les RR4 favorisent une meilleure observation, ce qui nous emmène à croire que le casque des années 60 était peut-être une interprétation fausse d'une tête démesurée. Est-ce qu'ils avaient des cheveux? Il n'y avait pas de cheveux visibles. Il portait un casque. OK. Un uniforme? Oui, mais cela semblait d'une seule pièce comme un jumper de skidoo. C'était de couleur gris et assez ample, sans dire pour autant qu'il flottait dedans. Comme un jumper de skidoo, de couleur mauve puis serré. Contradiction majeure? Non, puisque d'après l'enquêteur, le jeune témoin aurait fait un geste au niveau de la taille. Qui a pris la décision de revenir chercher M. Langlois, votre père? C'est moi. C'est ma mère. Si le contact était fermé, avez-vous eu de la difficulté à faire redémarrer la voiture? Non. Non. En quels termes la décision de repartir à la maison a-t-elle été prise? Bien, on va aller chercher ton père pour qu'il voie ça tout de suite, parce que c'est pas normal. Mon fils a alors répondu, « Oui, dépêche-toi. » Ma mère tenait à s'assurer que c'était pas une hallucination. Comment de temps avez-vous observé cette scène? Environ 3-5 minutes. Environ 4 à 5 minutes. Qui de vous deux a parlé le premier à M. Langlois? Tous les deux ensemble dans un mélange indescriptible. Ah, c'est peut-être moi. Mon père était déjà dans la rue. Il cherchait le chien. Quelle a été sa réaction? Il s'est montré coopératif, mais il voulait d'abord retrouver le chien. Il a dit qu'il voulait retrouver le chien, puis on l'a vu courir. Il l'a rattrapé, il l'a chicané, puis il a dit « On y va ». Qui a conduit pour revenir sur les lieux de l'observation? C'est mon mari. C'est mon père, puis quand on est arrivé sur les lieux, il est monté dans le champ en coupant directement sur l'herbe avec la voiture. Qu'est-ce que vous pensez avoir vu? Je commençais à penser aux soucoupes volantes. J'étais trop curieux de revoir ça pour y penser. Où étiez-vous dans le véhicule? En avant, puis mon fils en arrière. En arrière. Pensiez-vous avoir le temps de revoir l'objet malgré tout ce temps perdu? J'en doutais, hein. Et mon fils ne cessait pas de dire à son père de se dépêcher. J'avais peur qu'il soit plus. Aviez-vous un appareil photo? Est-ce qu'on a suggéré d'en apporter un? Non, nous n'en avions pas et il n'y en a pas été question non plus. Il n'y a pas été question de ça un seul instant. Une fois sur les lieux, dans quel ordre êtes-vous descendu de la voiture? Mon mari, mon fils et moi, bien peureuse. Mon père, moi puis ma mère, avec beaucoup d'hésitation. Est-ce que le chien était surexcité, nerveux ou comme à l'habitude? Il était normal. Non, il est comme d'habitude. Il venait de recevoir une fessée. Y avait-il une odeur inhabituelle dans l'air? Non. Non. Qui a fait la découverte des traces d'herbe aplaties? Je crois que c'est mon mari. Je sais pas, mais je restais à l'écart le plus possible. C'est mon père. D'ailleurs, c'était visible. L'herbe avait au moins 1,5 pied de haut, puis à cet endroit-là, c'était tout plat à la grandeur. Combien de temps êtes-vous demeuré sur les lieux? 15 à 30 minutes. 5 à 6 minutes. Ces réponses dénotent la nervosité de l'une qui trouve le temps long et l'excitation de l'autre qui, à l'inverse, ne voit pas le temps passer. Quelles étaient les conditions de la température? C'était très beau. Le ciel était clair. On voit les étoiles, mais je pense pas qu'il y avait de lune. Par la suite, notre enquête s'est dirigée vers le père, que nous avons interrogé à part afin de confirmer certains points. Et nous allons voir cela après la pause. Mais l'hiver, faut qu'il résore. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Mon beau sapin roi de forêt. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40$ par année.
Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, À la conquête de la Couronne d'Or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG. 6006 boulevard Sainte-Anne, juste passé les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus, fier partenaire de votre alternative radio. Faut que je passe au cluster! C'est le temps d'acheter vos billets pour la prochaine saison de spectacle Hommage du Cluster Bar Spectacle. Votre scène à Lévis. C'est aussi le temps d'acheter vos cadeaux de Noël. Faites-vous le lien? Le 10 février, Hells Bells, hommage à AC/DC. Le 10 mars, Black Dog, hommage à Led Zeppelin. Le 7 avril, SRV Tribute Blues Band, hommage à Stevie Ray Vaughan. Le 12 mai, Cosmic, hommage à Janis Joplin. Le tout pour juste 40 $ si vous achetez avant le 5 janvier. Ça vaut minimum 80. Passez au cluster 93 20 Guillaume Couture, cherchez ça ou sur lepointdevente.com. Tout un cadeau de Noël pour les Triple Rocks. Les mercredis et dimanches dans les Shakers Cuisine et Mixologie, c'est le vin au coste. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vins blancs et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3 heures du matin. Ouais. Les meilleurs tartares au monde et le vin au coste, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos Shakers. Ça explique peut-être pourquoi les Shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. Mais l'hiver, faut qu'il résore. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25 % de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Sur le long chemin, tout blanc de neige blonde. C'est sûr qu'il fait froid dehors, mais j'ai baissé d'1 degré, puis personne s'en est rendu compte. Abaissez votre chauffage, car il représente jusqu'à 54 % de votre facture d'électricité. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. CJMD, broadcasting live from Lévis. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Nous sommes de retour au Fait Maudit et nous allons entendre maintenant l'interrogatoire qui a été fait auprès du père. Et la première question qui lui a été posée, c'est la suivante. Depuis combien de temps votre épouse et votre fils vous ont-ils laissé pour chercher le chien? Environ 10 à 15 minutes. Qui est entré le premier chez vous pour vous informer du fait? Je n'étais pas chez moi, je cherchais le dame des chiens. Je crois que c'est mon garçon tout énervé qui m'a informé le premier. Quelle a été votre réaction? Voyez-vous, M. Cazot, j'ai vu des choses étranges dans ma vie, puis je vous assure que dans ce monde, rien ne peut plus me surprendre. Alors je les ai crus. Ils criaient après moi, mais je voulais d'abord mettre la main sur le chien. J'en avais assez de patrouiller les rues, puis je voulais régler ça d'abord.
est-ce que vous avez conduit pour retourner sur les lieux? Moi, j'ai conduit. Comment était le chien? Dans son état normal, puis c'était mieux pour lui. Combien de temps êtes-vous demeuré sur place? 5 à 10 minutes. La température? Une belle soirée étoilée, mais sans lune, je crois. Votre réaction à tout ça? Perplexe, mais ma femme est intelligente, puis elle perd pas de temps avec des sottises, puis c'est ça qui m'embêtait le plus. Les questionnaires épuisés, nous nous rendons là où ce 25 septembre 69 à 22h30, les 2 témoins ont observé 5 hommes plus grands que nature et un mystérieux objet lumineux de forme ovale. Les 3 témoins s'entendent assez rapidement pour déterminer le diamètre de la surface aplatie en se positionnant avec nous. Nous en arrivons à un diamètre de 7 mètres, soit environ 23 pieds. Nous utilisons alors des émetteurs radio entre les témoins qui s'éloignent et se placent au même endroit qu'ils étaient avec leur véhicule le soir de l'observation. Avec l'aide de poteaux de bois fournis par les témoins, nous utilisons ces derniers pour déterminer les mesures suivantes. Distance de l'objet par rapport au témoin, 160 mètres, soit 528 pieds. Largeur de l'objet, 9,40 mètres, soit 31 pieds. Sa hauteur, 4,46 mètres, soit 15 pieds. Et la grandeur des occupants observés, soit 2,28 mètres, c'est-à-dire 7 pieds et demi. À nos yeux, la différence entre le diamètre de l'objet et celui du sol aplati indique que l'objet n'avait qu'une partie de la section inférieure posée sur le sol. Autour de nous, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, on ne retrouve aucun éclairage de rue, projecteur de parc de balles ou toute autre source lumineuse, et aucun équipement électrique permettant de brancher quoi que ce soit. De toute façon, rappelons que l'objet n'était pas lumineux parce qu'éclairé. Il produisait sa propre luminosité comme une lanterne chinoise. Plus tard, avant de quitter la région, nous repassons en voiture sur les lieux. Le secteur est plongé dans une obscurité totale, d'où la surprise qu'ont pu avoir les témoins de voir se profiler cette forme très lumineuse sur un terrain vague. Nous avons pu établir que l'heure de l'observation, le calme presque absolu de ce petit quartier et l'éloignement du site d'observation par rapport aux rues très passantes expliquent facilement qu'il n'y ait pas eu d'autres témoins. Nous avons tout de même frappé à quelques portes, mais sans résultat. Les policiers, quant à eux, n'ont pas voulu collaborer, ne prenant pas la chose au sérieux, et les autorités de la base militaire étaient absentes. La base est en réalité une académie militaire à cette époque, et les opérations étaient très réduites en juillet lors de notre visite. Une petite tour d'observation pour les avions touristes à proximité offrait un certain espoir, mais elle n'était pas en opération le 25 septembre 1969. Toutes ces recherches, cependant, ne furent pas vaines. Nos enquêteurs Jacques Roussin et René Pigeon parvinrent à retrouver une certaine mademoiselle Donaldson de la rue Boutillier à Saint-Jean. Le 22 septembre 69, elle avait aperçu, vers 5h30 du matin, un objet circulaire très lumineux se déplacer très lentement dans le ciel de Saint-Jean. Sa hauteur angulaire de 20 ou 25 degrés et sa dimension apparente, comparable à une pleine lune, nous permit de penser que ce même objet demeura peut-être dans les parages pour finalement se poser 3 jours plus tard, le 25 septembre. Qu'était cet objet bleu, lumineux et translucide en forme d'œuf, occupé par de grands êtres démesurés? Si nous pouvions retrouver nos témoins et leur offrir de revivre cette expérience en régression hypnotique, nous aurions certainement un élément de réponse plus descriptif. La question de temps manquant n'a pas été soulevée pour 2 raisons. Nous abordons maintenant un autre dossier et il s'agit de l'expérience de Jean-Luc. Et pour bien se suivre, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé vers le 5 décembre 1995. Et tout a commencé par un appel téléphonique à mes bureaux de Hall au Québec. Monsieur Cazot? Oui, c'est moi. Est-ce qu'il faut devenir membre du CEPI pour vous raconter ce que j'ai vécu? Non, absolument pas. Est-ce que je peux vous aider? Ouais, mais c'est assez élevé, mon affaire. Ben, oui, OK. On peut se voir ce soir? Pas de problème, je vous donne mon adresse. Nous nous sommes rendus sur place, Hélène Dupont et moi-même, avec l'arsenal d'enquêteurs et l'impression que nous allions au-devant d'une rencontre fort intéressante.
On a été accueillis par un jeune homme de 27 ans, de taille moyenne, aux cheveux châtains, une petite barbe, visage plaisant, un peu de gêne, mais désireux de sauter dans le vif du sujet sans plus attendre. J'aime autant vous prévenir, c'est pas une histoire à devenir mon affaire. Je les ai vus. Ils étaient dans ma chambre au pied de mon lit. Ils ont tout éclairé au point que les murs blancs de la pièce étaient 100 fois plus blancs. Même que ma mère a vu la lumière passer en dessous de la porte, puis là... OK. Jean-Luc, fais juste nous donner le temps là, de sortir le matériel, l'enregistreur, les formulaires, puis on commence. Nous avons parlé, discuté, échangé durant 2 heures. Nous avons écouté son histoire et toutes les autres. Puis, la mère de Jean-Luc est venue nous rejoindre pour confirmer ce qu'elle avait vu. Après 1 heure, c'est elle qui s'est mise à nous raconter ses propres expériences pour réaliser, à sa grande surprise, qu'elle et son fils partageaient sans doute les mêmes visites impromptues. C'est alors que, se rabattant sur son fils, nous faisant oublier ses expériences, elle nous raconte ce qu'était Jean-Luc à 5 ans. À ce moment-là, nous sommes à Gatineau, dans une petite maison très humble, flanquée de gens d'une grande simplicité et sans aucune prétention. Les révélations s'accumulent et personne n'insiste, personne ne pousse. Nous sommes ouverts et respectons ce qu'ils racontent. Ils ont confiance et s'avancent, ils s'avancent. Et plus le temps passe, plus se tisse une histoire qui se rejoint entre une mère et son fils qui n'ont jamais osé faire ce lien entre eux, racontant leurs expériences sous un angle jamais apprécié de la sorte auparavant. Hélène et moi sommes fascinés, mais demeurons discrets dans nos réactions. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le meilleur détecteur de mensonges sera toujours l'expérience, et ces gens-là ne mentent pas. Ils n'ont rien à prouver et ne veulent surtout pas de publicité. Indépendamment de leurs expériences, ils sont parfaitement fonctionnels et leur comportement au quotidien est celui de gens parfaitement normaux. Ces gens-là ont voté au dernier référendum. Ils travaillent, ils écoutent le hockey. Ils ont acheté des babioles hier aux promenades de l'Outaouais pour fêter Noël et pourtant ce soir, ils mettent sur la table une vie extraordinaire et riche d'expériences fabuleuses sans vraiment le réaliser. Notre petite vie est bien ordinaire. Diront-ils, mais... Il en est arrivé des affaires. La mère de Jean-Luc se met à nous raconter qui était son petit bonhomme que les maîtresses d'école retournaient à la maison avec un air découragé. Mais c'est pas un enfant comme les autres. Il parle de choses qui font pas de sens, madame. Tiens, ce matin, il nous a dit qu'il voulait être un astronaute pour aller rejoindre son ami dans l'étoile. Franchement, madame. Jean-Luc a 5 ans et veut devenir astronaute pour aller rejoindre une ou une amie dans l'étoile. Et sur un dessin qu'il a fait et que nous montre sa mère avec un sourire de mère, on voit 4 soleils au-dessus de la maison. Jean-Luc n'a eu qu'un père pourtant. Et le soleil, dans l'iconographie des dessins d'enfants, a toujours représenté le père. J'ai un enfant qui vit dans une famille normale et non troublée par des disputes sans fin, des divorces et ces genres de choses. On voit un gros soleil pour un père affectueux ou un petit soleil pour un père redouté. Un soleil caché pour un père absent, un soleil sublime, un soleil pâle. Mais on ne voit jamais 4 soleils. Puis, Jean-Luc nous raconte de manière candide, sans support hypnotique, l'expérience qu'il a vécu et qu'il l'a fait nous contacter. Ça s'est passé chez nous sur la rue à Gatineau. C'est un condo à 3 étages, puis on vivait au 2e. J'étais dans ma chambre, il devait être 3 heures du matin, puis j'arrivais pas à dormir. Je m'étais couché vers 1 heure. La nuit semblait froide mais calme. Je sais pas quelle date c'était, mais c'était durant l'hiver. C'était en 1991, je m'en souviens très bien. Ouais, c'est ça. En 90, j'aurais dit. Mais ça se peut que ce soit en 91. J'avais les yeux fermés, puis je dormais pas. En ouvrant les yeux, j'ai vu la chambre inondée de lumière. C'était blanc partout. Le mur était blanc, là, mais on aurait dit qu'il était 100 fois plus blanc. C'est hallucinant, la lumière qu'il y avait là-dedans. En plus, il y avait de la lumière qui venait de la fenêtre en arrière de moi, mais dans la lumière face à moi, je voyais les 3, moi, je les appelle les 3 bébites. Il y avait 3 ombres, 3 formes. Des silhouettes? C'est ça, des silhouettes. Il y en avait 3 en avant de moi, puis il y avait quelque chose dans leurs mains qui m'éclairait en plein dans les yeux. Comme s'il n'y avait pas assez de lumière comme ça.
La chambre était pleine de lumière, mais ils m'envoyaient ça quand même dans les yeux. Je voyais pas leur visage, je voyais que leur forme. Il y en avait un qui était peut-être 2 à côté de moi, puis il me faisait quelque chose. Je sais pas quoi. Et quelle taille ils avaient? C'est dur à dire. J'étais couché, mais je dirais à peu près haut de même. Il indique à peu près une hauteur d'environ 5 pieds quelques pouces. Il avait la tête puis le cou planté solide sur les épaules. Des épaules fortes. Attendez, là. Dites qu'il mesurait plus de 5 pieds. Ouais, je sais pas. Mais il avait l'air assez grand. Un peu plus petit que la normale, mais pas plus. D'accord, on poursuit. Ma mère a vu la lumière puis a frappé dans ma porte en me disant « Qu'est-ce que c'est avec des grosses lumières de même, Jean-Luc? » Dès qu'elle a frappé dans la porte, les 3 formes se sont transformées en boules de feu rouge puis sont passées à travers le mur. Tout s'est arrêté d'un coup. Plus rien, plus de forme, plus de lumière, plus de bruit, plus rien. Plus de bruit? Quel bruit? C'est vrai, j'ai oublié. C'était comme un transformateur. On aurait dit un bruit comme un avec la statique dedans. J'avais déjà entendu ça, ce bruit-là avant. OK, on va y revenir, mais avant, je voudrais savoir si vous avez perçu une odeur. Ouais, il y avait une odeur, mais c'est dur à dire. C'était comme du soufre, mais pas du soufre. Du soufre qui sent meilleur. C'était une odeur de chauffer. Quelque chose qui chauffe. OK. Madame, dites-moi ce que vous avez pensé en voyant la lumière sous sa porte. Ah, je trouvais que la lumière était forte, très forte même. Mais j'ai pas pensé sur le coup. Mais le lendemain, lorsqu'il m'a raconté ça, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de lumière de même dans sa chambre. Ni au plafond, ni sur sa table, ni ailleurs dans la maison. Elle était forte, elle était assez forte, c'est pas possible. Vous êtes pas entré, pourquoi? Oh non, monsieur. Non. Si je frappe à la porte de mon garçon, j'attends qu'il me dise de rentrer. Mais en frappant, la lumière s'est fermée. Moi, je suis allé me recoucher. Puis vous, Jean-Luc, pourquoi vous êtes pas levé? J'étais pas capable. La seule chose que je pouvais bouger, c'est les yeux. J'étais cloué sur mon lit. Pas capable de bouger. Jean-Luc a vécu dans les mois qui ont suivi cette rencontre une série de cauchemars particulièrement pénibles. Sa mère et son ami ont confirmé l'avoir entendu hurler de terreur à plusieurs reprises. À ma question s'il portait ou pas des cicatrices inexplicables, Jean-Luc a baissé sa chaussette du pied droit pour nous montrer une cicatrice de forme triangulaire juste au-dessus du tarse. Il a affirmé s'être levé un matin avec une sensation de brûlure et a constaté cette curieuse cicatrice que nous avons vue. Il n'a aucun souvenir de s'être jamais blessé à cet endroit, ni maintenant, ni jamais auparavant, soulignant qu'il s'en souviendrait parce que c'est un endroit sensible. D'autres événements sont survenus dans son existence et j'en ferai la narration. Mais lorsque Jean-Luc a manifesté son intention de vouloir en savoir plus et d'identifier le phénomène qu'il a vécu, je lui ai parlé d'hypnose. Il a accepté. Après avoir induit Jean-Luc en transe hypnotique légère, nous sommes retournés graduellement au cours de cette soirée d'hiver. Pendant de longues minutes, il semblait ne pas réagir, pour finalement dire « Je flotte dans le noir ». Puis, il en vint à spécifier qu'il était sur quelque chose de dur. Il fit allusion plus tard à une sorte de table, avec des signes et des symboles. Et au moment où il commença à nous décrire une scène étrange, au cours de laquelle des bâtons de verre jaune s'assemblaient autour de lui, sa respiration s'accéléra. On se détend, Jean-Luc. Tout est sous contrôle. Ce ne sont que des événements qui appartiennent au passé. Il n'y a rien à craindre. Ils mettent un plastique. Je sens de l'eau sur le corps. Il y a un tube dans ma bouche. Il cesse de parler, sa respiration est bruyante. Sa compagne se lève et prend une petite pompe. Je comprends alors que Jean-Luc souffre d'asthme. Il faudra mettre un terme à la séance. C'est alors qu'il se met à avaler et sa gorge fait un bruit épouvantable. Il est extrêmement tendu. Je l'apaise et après quelques minutes, il revient à lui. Sa crise d'asthme est terminée, mais il respire normalement et ne se souvient pas de tout. C'est une séance exploratoire qu'il faudra reprendre en tenant compte de tous ces facteurs, l'asthme, l'oubli, etc. Un point important, ses dernières paroles avant de quitter la transe furent « Je veux pas avancer. Je veux dormir. Je veux m'endormir. » Au cours d'autres expériences, Jean-Luc a vécu la période de temps perdu,
caractéristique des enlèvements. Il a aussi vécu ce que d'autres pourraient considérer comme un effet poltergeist, alors qu'un beau matin, toute sa chambre était à l'envers, tiroirs sortis, meubles renversés, comme si un tremblement de terre ou une tornade était passé. Le reste de la maison était normal. Plusieurs rêves étranges viennent combler son expérience, dont un au cours duquel il a mémorisé des signes ou des symboles étranges, comme ce fut le cas pour Becky Andreessen, la fille de Betty, James Sparks, ainsi que de nombreux autres enlevés. Sparks a également rapporté le fait que durant les heures qui suivent un enlèvement, il démontrait des capacités psychokinésiques étonnantes qui finissaient par s'estomper. Dans son livre, Vicky Cameron raconte l'histoire étrange d'une personne aux prises avec des événements très mystérieux sans que jamais un ovni ou un visiteur n'ait été consciemment vu. Cependant, au cours de cette soirée du 12 décembre 1977, cette personne vit clairement une série de symboles et de signes qu'elle a minutieusement retranscrites. Nous avons trouvé la ressemblance absolument stupéfiante, d'autant plus que Jean-Luc dit n'avoir jamais vu ces signes et ne connaît pas cette personne qui demeure à Meaford, en Ontario. Le 8 janvier 1996, Jean-Luc se présentait au bureau du CEPI, accompagné de son ami. Nous avons repris la session d'hypnose où nous l'avions laissée, en utilisant cette fois une autre technique d'induction hypnotique que certains appellent les chambres de la mémoire. Le sujet visualise des pièces de couleurs différentes et d'une à l'autre s'enfonce de plus en plus profondément dans un état hypnotique. Après être retourné au point de départ, Jean-Luc expérimente de nouveau des mouvements de déglutition. C'est alors qu'en lui demandant de décrire la table sur laquelle il se trouve, Jean-Luc nous fait part qu'il voit une main blanche, comme de la craie. Il continue de respirer de l'eau. Comme un poisson, dit-il. Nous lui demandons de faire un bond en avant. Un long moment de silence, puis il revoit la table et les écritures. Des signes curieux faits de courbes semblables à de l'égyptien. Nous apprenons que les tubes de verre n'y sont plus et qu'il est debout. Tu es debout? Est-ce que tu es seul? Non. Très bien. Qui est là? Une fille. Elle se tient dans le noir. Est-ce que tu peux la décrire? Elle est plus grande que moi. Elle a des yeux de fourmi. Un nez, une bouche? Un nez. Un petit nez. Est-elle humaine? Juste les yeux qui le sont pas. Comment est-elle vêtue? C'est comme un habit de plastique. Comment sais-tu que c'est une femme? Ses cheveux. Elle a des cheveux. Ouais, mais ils sont dans le noir. Je vois pas très bien. Elle parle? Non. Nous allons faire un petit bond en avant, là, au compte de 1, 2, 3. Es-tu toujours dans la salle? Oui. Es-tu seul? Non, il y a plusieurs personnes. Afin d'éliminer le processus, nous allons éliminer les questions. Et nous apprenons alors qu'ils sont 7. Ils ont l'air humains, ils sont sans âge, ils sont debout, ils parlent et disent de ne pas s'inquiéter et qu'aucun mal ne lui sera fait. Ils ont... un visage un peu en triangle, des cheveux longs, noirs ou assombris par l'absence de lumière vive. Ils portent des vêtements de couleur étrange. Qu'ils n'arrivent pas à définir. Jean-Luc est assis maintenant. Il est dans une salle ronde avec une porte. Pas de poignée. La salle est à peine éclairée. Comme une chandelle. Ils ont des grands yeux de fourmis, dis-je, comme la femme précédente. Ils parlent encore le mystère de vie, comment tout a commencé. Ils disent que notre vie a été faite en même temps qu'eux, que nous avons déjà été supérieurs à eux, qu'on a tout disparu du jour au lendemain. On avait une très grande technologie. Forcé de recommencer à neuf. À ce stage, il existe une certaine confusion. On essaie d'en savoir plus sur cette conversation, mais il ne répond plus. Il semble tourmenté. Subitement, il s'éveille au moment où nous lui demandons si tout cela s'est produit la même nuit. Le cas de Jean-Luc est intéressant à plusieurs points de vue. Miraculeusement guéri de la leucémie en bas âge, sujet à de multiples expériences étranges, il démontre un intérêt très évident envers la question extraterrestre.
Il est difficile à ce stage-ci de se faire une opinion ferme, mais le témoignage de la mère est formel. Une lumière très puissante s'est glissée sous sa porte cette nuit-là. Et Jean-Luc n'avait rien à sa disposition pour produire une telle intensité lumineuse. Or, cette même lumière, observée par la mère, est celle au travers de laquelle se sont formées 3 silhouettes de forme humaine. La disparition des silhouettes en boule d'énergie coïncide avec l'intervention de sa mère par les coups frappés à la porte. Une pause. Ma couleur, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. CJMD 96.9, la seule et l'unique rock and hip-hop talk radio station. Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, À la conquête de la Couronne d'Or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logos animés pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. Auto Rive-Sud, en affaires depuis 25 ans, a un nouvel emplacement. Ah ouais? Ouais, c'est Auto Rive-Sud, tu connais ça? Ben oui, c'est l'entreprise familiale qui vend des véhicules usagés avec le meilleur service, les meilleurs prix puis le meilleur choix à Lévis. Les connais. Ils sont à 2 pas de la station au 50-55 sur le boulevard Guillaume Couture. Parfait, ça. Pas de charge, je peux y aller à pied. Oublie pas leur excellent site internet pour pouvoir mieux t'informer. Ah ouais? Ah oui, c'est auto avec un S, rivesud.ca. Ben oui, tu vois. Hey, c'est donc bien beau, ce site-là. Tout est là. Et même le formulaire de financement. C'est pas peu dire. Auto Rive-Sud maintenant au 50-55 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandait quelle radio entendre, ben ce serait CJMD. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant bassiste. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Mais l'hiver, faut qu'il résore. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Mon beau sapin roi des forêts. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40 $ par année. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Gym sur mesure, c'est le gym qui se déplace dans la région de Québec et ses environs. Que ce soit à la maison, au travail ou à l'extérieur, nous prenons en charge votre situation. Notre matériel haut de gamme et diversifié s'adapte à votre environnement. Nos entraînements sont conçus en fonction de votre réalité. Nos spécialistes diplômés vous encadrent à tous les niveaux. Planification, nutrition, programme d'entraînement, suivi via Internet et réhabilitation physique. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, nous vous faisons vivre des séances intensives et sécuritaires qui vous rapprochent de votre but ultime. Devenez la meilleure version de vous-même, aujourd'hui et non demain. Gym sur mesure, le gym qui se déplace et qui s'occupe de vous partout. Oh
Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, À la conquête de la Couronne d'Or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Maxiform Fitness, un gym complet. Maxiform Fitness à partir de 29,99$ par mois. 29,99$ par mois. Avec un abonnement annuel. Avec ses 5 succursales ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous retrouverez une salle de performance, une halte garderie, des cours de groupe avec professeurs. De plus, une équipe d'entraîneurs professionnels sont à votre disposition. Pour seulement 29,99$, Maxiform Fitness, c'est votre gym. Maxiform, des succursales à Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Sainte-Foy et Québec, ou visitez le www.maxiform.com. Les mercredis et dimanches dans les Shakers Cuisine et Mixologie, c'est le vin au cost. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vins blancs et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3 heures du matin. Ouais, les meilleurs tartares au monde et le vin au cost, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos shakers. Ça explique peut-être pourquoi les shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg. Depuis 1907, Location d'outils Simplex répond à tous vos besoins en termes d'outils et d'équipements, 110 ans à s'adapter pour mieux vous satisfaire et vous aider à réaliser vos projets. Outils de construction, de rénovation, de terrassement, plus de 800 variétés. Toujours mieux vous servir et s'impliquer dans la communauté sont nos objectifs. 3 succursales dans la grande région de Québec, Vanier, Lévis et Saint-Nicolas. www.simplex.ca ou 1-800-361-1486. Location d'outils Simplex est fier de contribuer au succès de la radio de Lévis, CJMD 96.9. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. Parle au nom du petit peuple, je suis un phénomène, un mauvais modèle, je suis un phénomène. L'alternative musicale. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. L'alternative radio. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. OK, on est de retour. Attendez, je vais ranger mes écouteurs Oups, excusez donc. Alors, voilà. Bonjour les deux. Salut. Bonjour. On va mettre ça de même, on va ajouter le son, puis tout est beau. Bon, alors, Nicolas, c'est pas ta première expérience? Non, effectivement pas. Faut que tu parles un petit peu plus fort. Oui, ben en fait, ce n'est pas ma première expérience, c'est ma deuxième. C'est ta deuxième, parce que toi, tu as fait Louis aussi. Oui, c'est ça, tout à fait, l'affaire Il faut se souvenir de ça, tu as fait Louis. Ouais. Et là, ben, ta maman... Ta maman qui est avec nous. Oui. Christiane Bourdon, bonjour. Ouais. Bonjour, c'est Cazot. Ça, c'est ta tante. C'est la tante de Nicolas qui écoute, ta sœur. C'est ma sœur. Qui écoute le show. Oui. Puis quand ton fils te dit, viens faire le show, tu te dis oui tout de suite. Oui, bien, vous m'avez appelé. Puis là, ben, ça a fait l'affaire au téléphone. Que j'ai eu mon script, mon texte. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, j'ai été pendant un mois à être fidèle à étudier ce que je devais étudier. Puis, je suis très contente d'être ici. Oui, mais comment tu as trouvé ça, ces dossiers-là? Parce que c'est pas des choses qu'on entend tous les jours, là. C'est pas des romans non plus, là. C'est du vécu, non, ça. Exactement. Comment j'ai trouvé ça? Ce qui me surprenait, moi, c'est l'enlèvement. Parce que dans les années, là, ça va dévoiler un petit peu mon âge, dans les années 1970 à 75, je me suis beaucoup intéressée. À l'époque, on appelait ça les soucoupes volantes. Oui, c'est sûr. Oui, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et puis, pour délaisser le sujet sur un monde de réincarnation et tout, et de fantômes. Mais on n'avait pas touché l'enlèvement à cette époque-là. On parlait pas de ça. Non. On appelait ça les soucoupes volantes. J'étais très intéressée et j'y croyais fermement. D'autant plus que ma grand-mère elle demeurait sur le plateau Mont-Royal, puis un beau soir, elle est sortie sur son balcon. Tout le monde était sorti sur le balcon.
Et il y avait un énorme disque qui occupait tout le ciel. C'était la nuit. Et il est resté là pendant un petit bout. Puis c'était ça. Moi, j'ai toujours cru là-dedans. Moi, je l'encourageais, grand-maman Gertrude. Ah oui? Oui, grand-maman Gertrude, oui. La deuxième femme à mon arrière-grand-père, c'est ça? Oui, c'est ça, à ton arrière-grand-père. Mais alors, ça se passait dans les années quoi, ça? Ah, bon, attendez une minute, là. Bon Dieu, c'est bien une trentaine d'années de ça. Peut-être un peu moins que ça, peut-être 25 ans. Ah, OK. Peut-être 25 ans. Non, mais arrière-grand-père, ça commence à flasher dans le 19e siècle, ça. Oui, c'est à cause de Nicolas. Nicolas, c'est lui. Moi, c'était ma grand-mère. Ah, OK. Alors, c'est pour ça que les âges vont concorder. Mais j'ai toujours été très intéressée là-dedans. Mais comme je vous ai dit, ça a délaissé le sujet. J'ai délaissé le sujet. Et c'est ma sœur qui a dit, qui écoutait vos émissions, qui a envoyé Nicolas chez vous. Okay. C'est comme ça que vous avez rencontré Nicolas. Oui, puis j'avais fait une demande. Moi, sur ma page Facebook. Oui. Puis j'expliquais que je voulais reconstituer des dossiers. Oui. Il s'est offert tout de suite. Mais moi, j'avais besoin là de quelqu'un qui avait de l'expérience parce que Louis, puis je pense, on s'est enregistré ce qu'on fait là. Fait que je sais même pas si l'émission sur Louis a passé ou pas. J'en ai aucune idée. Oui. Alors, si elle a passé, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous allez le découvrir éventuellement. Oui. Mais c'est pas facile parce que Louis était carrément paniqué. Il a paniqué pendant ce qu'il vivait, pendant la séance d'hypnose. Et j'ai eu de la misère à un moment donné, même à le ramener. Là, c'était quelque chose. Alors ça, je pouvais pas demander à n'importe qui de jouer ça. Là. Ça me prenait un comédien qui avait de l'expérience. Tu sais. Et Nicolas est venu, il a fait un job extraordinaire. Et puis, comme je le dis, ceux qui l'ont entendu le savent, ça, puis sinon, ils vont le découvrir. Puis après, là, j'ai demandé à Nicolas de revenir pour faire d'autres voix. Et j'ai dit, j'ai besoin d'une femme. Alors, toi, t'as dit m'emmener ma mère. Ben oui, c'est ça. Et pourquoi pas? Ouais, non. Mais en fait, ma mère, c'est quelqu'un qui... Je pense que ça m'a probablement transmis sa passion du théâtre. Puis c'est quelque chose, en fait, que... En fait, si je peux en parler, elle n'est pas... présentement, elle n'en faisait pas tant que ça du théâtre. Et puis, elle m'en parlait souvent au téléphone. Ben Nicolas, j'aimerais tant recommencer puis me lancer dans un projet d'acteur. Donc... Quand vous me parliez finalement de cette multitude de personnages à jouer, ben j'ai pensé à ma mère parce que elle a le bagage et puis en fait j'étais certain en fait qu'elle serait ravie de jouer quelque chose comme ça. Fait que voilà. Je suis vraiment contente. As-tu aimé ça? Ouais. J'ai adoré ça et puis je voulais juste vous dire une chose qui est un petit peu à côté là, de ce qu'on parle en ce moment, c'est que moi j'ai déjà été hypnotisée. Dans la vraie vie. Ah oui? Oui, j'ai été hypnotisée et j'ai régressé jusqu'à mon enfance. Bon. Et C'était quoi le but de la démarche? C'était le but... C'était pour soigner, c'était thérapeutique, quoi? Oui, c'était thérapeutique concernant la solitude. Ah, OK. Et je vous jure, M. Cazot, que ce que vous avez fait avec Jean... avec un paquet de monde dans ça. Avec vos... Jean-Luc, avec Louis, avec... vos patients, c'est ça. Mes témoins, oui. Vos témoins, je dirais, oui, ça peut pas être plus vrai que ça se peut pas. Et puis, lorsqu'on régresse, on le vit, on le revit. Oui, c'est ça. Et c'est tellement intense. Oui, je sais. Ça l'a même fait peur au thérapeute. Oui, tu sais, ça arrive. J'étais... Louis m'a fait peur. Oui, j'imagine. Louis m'a fait peur à un moment donné parce que... puis on ne l'a pas fait aujourd'hui, je le répète, là, c'est une autre émission, puis encore là, je suis fatigant, mais elle a-tu joué, elle a-tu pas joué, je ne sais pas encore. Là. Oui. Mais il m'a fait peur parce que il vivait tellement ça qu'à un moment donné, il a ressenti, il me l'a dit après, il a ressenti une douleur dans le dos. Oui. Il était plus tenable sur le sofa, là, parce que il était plus tenable. Là, il n'arrêtait pas de... Mais je dis, il souffle, là, ce gars-là souffle. Oui. Alors là, j'ai décalé tout ça, je l'ai sorti de ça pour qu'il le vit. Mais je faisais un sacrifice parce que
en le sortant de ça, pour qu'il cesse de ressentir la douleur, ça tue la proximité aussi qu'il a avec ce qu'il est en train de vivre. Alors, mais j'ai pas le choix, je n'étais pas pour le laisser souffrir comme ça, mais c'est, effectivement, tu revis entièrement. Oui, ça a fait peur à ma thérapeute. Oui. Là, elle s'est dépêchée. Mais en premier, elle a essayé de me dire que face à ma solitude, ma grand-mère était là. Mais je continue de dire que ma grand-mère n'était pas là. Puis là, à ce moment-là, elle n'a pas eu le choix que de me ramener, comme vous avez fait avec votre témoin. Oui. Est-ce qu'elle ne t'a pas enlevé les souvenirs, là? Oh non, mais écoutez, mais elle n'a pas enlevé... Non, elle les a pas enlevés. C'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de m'avoir fait revivre pour une éventuelle guérison. Et c'est vrai, ça s'est atténué un petit peu. Ah ouais? Oui, ça s'est atténué, oui. Ce sentiment-là? De solitude, oui. OK. Ça, c'est quoi? C'est un trauma dans l'enfance? Oui, c'était ça. C'était la solitude que je vivais. Pour une raison X. Et qui avait des répercussions sur ton âge adulte à ce moment-là. Oui, c'est forcé, ça. C'est là, on est marqué au fer rouge, peu importe l'expérience. En fin de compte, c'est la psychanalyse qui a été inventée par Sigmund Freud. Là. C'est pas bien compliqué. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a des affaires non résolues dans l'enfance, c'est pas parce que le corps pousse puis grandit que l'esprit, le mental et tout ce que tu voudras va résoudre le problème. On vit avec. On a 40 ans, mais on vit avec des problèmes d'enfants non résolus. C'est ça. Et il faut aller les extirper ça du passé. Et l'hypnose est une sacrée bonne technique, mais on n'en entend plus parler de ça. Non. Et les hypnologues sont soumis maintenant au Québec à une législation, et ce qui est correct, là, mais une législation beaucoup plus sévère. Parce que moi, je n'ai jamais fait de thérapie. Parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Alors, j'ai fait de l'hypnose, mais de régression pour des événements à revivre. Oui. Mais pas guérir. Mais je sais que, après avoir fait des expériences d'hypnose avec des gens et des régressions, on est tombé je suis tombé, moi, accidentellement sur des incidents de l'enfance qui ont été revus en même temps. Et que pour cette personne-là, c'était tellement bouleversant qu'elle est partie de chez nous en pleurant, puis tout étant. Oui. Et là, j'étais fourré parce que je voulais pas ça, moi. Non. Alors, il a fallu que je la rattrape, là, puis qu'on reparte pour qu'elle puisse mieux gérer cette histoire-là, puis je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Là. Mais l'hypnose, c'est assez... Ça peut être très puissant. Est-ce que comme je suis pas trop dans le juste un petit peu plus fort, oui, s'il te plaît. Est-ce que vous avez d'autres témoins qui vous arrivent dans ces temps derniers puis qui vous parlent de ce qu'ils ont vu? Je parle de l'année qui vient de passer, ou si vous les apprenez... Ça fait longtemps que j'en fais plus. Premièrement, c'est épuisant. Ça n'a pas de bon sens. C'est épuisant. Deuxièmement, il y a toutes sortes de raisons qui font que je n'en fais plus. Et je serais incapable de dire pourquoi. Alors, c'est une très bonne question parce que tu m'obliges à répondre que je ne sais pas pourquoi, mais je n'en fais plus. Les dernières expériences, ça fait déjà une dizaine d'années. Et c'est comme ça. J'en fais plus. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que mon but à moi, c'est pas de collectionner des dossiers. C'est pas de ramasser, il y a des ramasseux, là, bon, je suis pas un hoarder de cas d'OVNI, parce que j'ai publié un paquet de livres qui sont sur le marché et je te dirais que ça représente peut-être 15-20% de tout ce que j'ai accumulé comme dossier. Alors, si je voulais tout écrire, j'en aurais encore 20 autres à écrire. Mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Ça donne rien. Je veux dire, je ne vois pas d'évolution dans la pensée des gens
en termes de... Comment je pourrais te dire ça? Que ça sonne... que ça ait du bon sens. J'ai le sentiment qu'il y a des dossiers, moi, que j'ai publiés, que d'autres ont publiés, qui sont tellement forts que juste ceux-là, ça devrait être suffisant pour convaincre les autorités, convaincre qui que ce soit de s'embarquer dans ça, de faire des recherches là-dessus. Et regarde, moi, je suis un petit cul de la radio, là, mais je veux dire, il y a des individus qui sont des astrophysiciens, des astronomes, des gens qui ont... Sturrock, notamment le docteur Sturrock, qui a commandé une commission d'enquête en réunissant les hommes quasiment les plus intelligents qu'il n'y a pas. Il a tout ramassé, ce monde-là. Ils ont fait... des journées complètes d'études avec des ufologues, avec des témoins, sont allés chercher les plus gros cas. C'est bien plus gros que moi, ça. C'est bien plus gros que moi, ça. T'sais? Moi, je suis au Québec. Si mes livres sortent au Québec, puis un petit peu en France, puis c'est tout. T'sais? Mais ces gars-là, c'est à travers le monde. Il y avait des Allemands, des Français, des Italiens, des Américains. Il y avait toute la masse. Puis là, je ne parlerai même pas du Dr. Mac en 92. Ça n'a rien changé. Zéro. Puis une barre. Ça n'a rien changé. Tu continues encore de passer pour le cave qui s'occupe des soucoupes volantes. Ça ne me dérange pas, mais ça n'avance pas. Moi, j'ai ça. Alors, pourquoi continuer à me donner? Alors, je prends du recul et puis je continue de diffuser puis de publier, mais moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que des fois, on travaille un petit peu dans le vide. Tu sais. Oui, ça ne me surprend pas que vous disiez ça. Et la raison pour laquelle vous pouvez vous sentir comme ça, je crois que l'appui des autorités n'y est pas. Alors, c'est sûr que si vous avancez quelque chose, puis ça tombe là, mais là, comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Ce qui m'amène à une autre question, parce que j'ai toujours pensé ça, mais je ne l'ai jamais posé la question. Le triangle des Bermudes, pensez-vous que ça pourrait avoir à faire avec les objets volants non identifiés? Ouais, je sais pas. Ça pourrait-tu, ça? Ouais, ça va plus, je sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas parce que il faut toujours faire attention aux biais cognitifs. À savoir, si on se met à chercher quelque chose, est-ce qu'on cherche uniquement ce qui va confirmer notre théorie? Ah, c'est ça. Oui, ça, il y a un danger à ça. Oui. Alors, quand les gens nous parlent du triangle des Bermudes, ils vont dire, il y a tant d'avions qui sont tombés là, il y a tant de bateaux qui sont tombés. Mais si j'en fabrique un triangle, je décide d'en fabriquer un ailleurs, il va y avoir combien de bateaux puis d'avions qui passent là puis qui sont perdus? C'est plus ou moins? C'est vrai. Et je pourrais en faire n'importe où des triangles, n'importe où, là, partout. Et ça n'a pas été fait comme travail, ça. Alors, c'est ça qui m'emmerde. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans ce coin-là qu'ailleurs? Et on n'en parle plus non plus de disparition. On dirait que c'est fini. Depuis qu'on parle du triangle des Bermudes, il ne se passe plus rien. Il y a eu une théorie intéressante qui a été émise à l'effet qu'il y aurait quelque part dans le milieu du triangle des Bermudes une espèce de gisement de méthane assez considérable et que quand des d'immenses bulles de méthane montent à la surface, ça affecte la flottabilité des bateaux. Parce que la flottabilité d'un bateau repose sur une densité très particulière qui est celle de l'eau. Alors, s'il y a une bulle de gaz qui vient remplacer l'eau, là, le bateau s'enfonce. Quand la bulle disparaît, le bateau est déjà rendu à moitié dans l'eau, il coule. Puis il coule pas à peu près à part ça. Ça se fait rapidement. Ils ont fait des expériences avec des petits bateaux, des chaloupes, puis des bulles de gaz. Ça marche plus ou moins, là, tu sais. Et il faudrait des maudites grosses bulles de gaz pour arriver à faire couler un bateau en ce qui me concerne. Alors, ça, j'embarque pas, puis ça règle pas le problème des avions, ça. T'sais. Alors, je sais pas. Mais on n'en parle plus. On n'entend plus parler de ça. C'est un peu comme si le mythe, en ayant parlé du mythe de façon générale, on signale plus de disparition mystérieuse puis depuis des années. Et il y a un autre triangle des Bermudes qui existe aussi dans le lac supérieur. Alors, je sais pas. Moi,
j'en ai jamais fait un dossier personnel. Je suis jamais vraiment plongé dans ça. Je vois ça comme un fait maudit. C'en est un. Si un jour, il y a un expert important là, qui s'est lancé là-dedans, veut m'en parler, je dis pas non. Mais moi, je suis pas... puis je sais pas. Pas plus que ça. C'est fou, hein? Non, c'est très bien. Je suis contente que vous me disiez ça parce qu'effectivement, on pourrait, comme on a une croyance, on pourrait attribuer, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Il est arrivé, est-ce que j'ai encore le temps un peu de... Oui, si Nicolas peut arrêter de parler, on va être correct. C'est ça. Voulez-vous que je laisse parler mon Non, garçon? c'est pas pour ça. Je dis ça, c'est parce qu'il est très silencieux. Oui, il est silencieux. Mais c'est une personne très près de nous, Nicolas. Il sortait de son karaté et puis il ne se rappelle pas être retourné chez lui. Un blanc total. Assez qu'il s'est en allé à l'hôpital parce qu'il ne se rappelle pas comment il s'en est allé chez lui. Et puis là, ma soeur, la tante en question que vous connaissez. Mais là, la question tout de suite que je pose... Oui. Quand on me dit ça, c'est-à-dire un temps manquant, là. Oui, c'est un temps manquant. Il faut toujours le mettre en relation avec un événement antérieur. Or, si... alors, des fois, c'est un ovni, hein, on le sait, des fois, c'est ça. Mais là, des cours de karaté, j'en ai fait, je sais ce que c'est. Des fois, tu manges un maudit coup, puis ça peut créer une petite commotion aussi, là. Une petite commotion cérébrale, peut-être. Là. Je sais pas, je lance l'hypothèse possible de ça. Bien, parce que nous, ma soeur et moi, on l'a tout de suite dit, ça y est, un UFO. Oui, mais ça y est, un coup de poing sur la gueule aussi. C'est ça qui est sur le côté de la tête, là. Parce que des fois, les gars ne se retiennent pas. Ils sont censés se retenir, mais ils ne se retiennent pas, puis il peut manger un maudit coup, puis ça... Il faut dire aussi que la personne en question était assez haut gradé, en fait, au niveau de sa ceinture. Et donc... Eh bien, dans ce temps-là, oui, sont plus... sont plus libéraux, en fait. Oui, ben c'est ça. Tu sais, quoi qu'ils sont censés mieux se retenir, mais ça peut arriver aussi qu'il l'ait eu, puis ça cause des chocs, tu sais. Parce que les boxeurs, ils en mangent, c'est-à-dire, ils ont des gants. Oui. Tandis qu'au karaté, il n'y a pas de gants. Alors, quand tu manges les 5 jointures en plein sur une tempe là, ou en arrière de la tête, là, ça peut avoir des effets. En tout cas, je dis ça de même, ça semble drôle que le gars sorte d'un cours de karaté puis il y a une absence mémorielle. Là. La corrélation est plus là qu'avec des UFO. Oui, c'est ça. Nous autres, on embellissait ça au point de vue objet volant non identifié. On aurait aimé que ça soit ça. ça, c'est l'autre question. Oui. On aurait aimé ça. Oui, que ça soit ça. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Oui. Ça, là, ce que tu viens de dire là, c'est du biais cognitif. Puis le biais cognitif, c'est ça. C'est que on aurait aimé ça que ce soit ça. Ben oui. J'aimerais ça que ce soit vrai. Alors, on cherche, on veut que ce soit vrai. T'sais. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont tellement peur que les autres ne veulent pas que ce soit ça, puis ils ne veulent pas que ça existe. Et ils vont tout faire pour dire, ben non, voyons donc, c'est impossible, si, c'est ça. Ils vont tomber dans un déni assez évident. Oui, on le voit effectivement dans plusieurs sphères de la vie humaine, là, les gens qui pratiquent justement ce déni-là, comme par exemple par rapport aux relations incestueuses entre parents et enfants, ou en fait l'abus sexuel de tout genre. Oui, absolument. Les mères dont le père est incestueux, puis qui refuse, non, mon mari fait pas ça, mon mari faisait pas ça, puis elle sait qu'il le faisait. Ça, on tombe dans le déni. Là, Moi, j'ai un autre petit exemple ici, d'ufologie. J'étais sur un toit en train de fumer. Je fumais, il fallait fumer à l'extérieur, puis le 3e étage donnait sur un toit. En tout cas, peu importe, j'étais dehors. Et je fumais, puis je regardais passer les autos en bas, puis tout ça. Puis à un moment donné, ici à Lévis, c'est ici ça. Puis là, on parle des années 2007-2008. Là. Et là, j'ai vu passer dans le ciel, venant de Québec, une boule. Tu connais la boule numéro 8 au billard? Là? Oui, absolument. C'est exactement comme si ça avait été ça. Okay. Une boule, la numéro 8 qui roule, c'est-à-dire noire avec du blanc
du blanc qui revient, là, parce qu'elle roule sur elle-même. En plus de se déplacer, elle roule sur elle-même. C'est exactement comme si j'avais observé une immense boule numéro 8 circuler dans le ciel. Là, je regarde ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a un type qui est venu me rejoindre pour fumer lui aussi. Il sait que je m'occupe d'OVNI ou que je m'en occupais. Il était un peu au courant de ça. J'y montre ça. Mais il dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Lui aussi se le demandait. Mais c'est peut-être un ballon. J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai dit, il va falloir checker parce que j'ai dit, ça roule, ça avance, cette affaire-là. Là, puis à assez basse altitude, mais trop loin pour vraiment apprécier ce que c'est. Puis ça passe direct devant nous autres, puis c'est allé se perdre, ça arrive sud, l'au bord. Ben là, j'ai dit, que c'est ça? En revenant à l'intérieur de la station, le gars me dit, oh, attends une minute, il dit, on a une station météo sur online ici, tu sais. Fait que je dis, ah ouais, il dit, ouais. Là, il est allé, je sais pas, la station, semble-t-il, avait, je te donne une station de radio, avait un logiciel pour la température. Alors, il y avait la vitesse des vents et la direction des vents à différentes altitudes, tu sais. Ah, ben, j'ai dit, c'est ça que ça nous prend. Là, tu sais, c'est quoi, tu sais. Alors, il me donne la vitesse des vents faible et dans le sens contraire de là où allait l'objet. Alors, il ne pouvait pas être poussé par ces vents-là parce qu'il s'en allait contre le vent. Alors, s'il s'en va contre le vent, c'est qu'il est, et puis on a un dossier là-dessus, là, et il est propulsé. Alors, qu'est-ce qui est rond, parfaitement circulaire, rond, comme une boule qui est noire avec du blanc, puis qui vole contre le vent? J'en ai aucune maudite idée. Je ne le sais pas. Mais ce gars-là, qui a reconnu que là, il venait de voir quelque chose qu'il ne sait pas, 1 an ou 2 après, je l'entends en ondes rire du monde qui va être de faire le même. C'est ça, du biais cognitif. D'accord. Lui-même a vu quelque chose, mais il va se moquer de... Ouais. Alors, c'est là, ça, c'est important, ça, comme attitude. Ça démontre, c'est quoi le biais cognitif, le déni. Lui, là, je suis convaincu qu'il a tout oublié ça. Ça n'existe plus, ça. C'est pas... Il n'a pas vu ça. Ouais. Il l'a enlevé de sa mémoire. Oui, tout à fait. Il s'en souvient plus. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais moi, on a encore du temps? Oui, allez-y. Oui? Alors, Okay. oui. Moi, j'ai toujours pensé que les extraterrestres, ils étaient fins. Ben... Oui, j'ai toujours pensé ça. Puis là, je suis toujours surprise d'entendre que ils peuvent faire des expériences sur nous, mais j'ai toujours pensé qu'ils étaient fins. Oui, mais il ne faut pas faire de l'angélisme. J'ai pas peur d'eux autres. Oui, mais il ne faut pas faire de l'angélisme. Il y a pas que des... On ne peut pas dire que les Américains sont fins, puis on ne peut pas dire que les Américains ne sont pas fins. Il y en a des fins, puis il y en a des pas fins. Puis c'est la même chose pour tous les peuples, c'est la même chose pour tout le monde, puis c'est la même chose pour eux autres. Il y en a des fins, puis il y en a des pas fins. Et il y a aussi une chose. Est-ce qu'une couleuvre inoffensive devient mortelle juste parce que tu en as peur? Non. C'est la même chose. Tu peux avoir peur de quelque chose, ça le rend pire qu'il est. Mais c'est pas vrai. C'est juste, tu sais, quelqu'un qui se dirige vers toi le soir à 2 heures du matin dans une ruelle, tu peux avoir la chienne puis partir à courir. Mais c'est peut-être juste un gars bien ordinaire qui sort de chez lui puis s'en va à sa voiture, tu sais. Alors, la peur transforme. La peur va transformer certains objets ordinaires en objets menaçants et ainsi de suite. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, moi, je dirais. J'ai une question, par contre, en fait, sur le même train de pensée que ma mère. Vu que les extraterrestres, en fait d'après mon contact sur eux, en fait, dans les médias, puis en fait, toute autre plateforme, vu qu'ils possèdent une plus grande intelligence que la nôtre, pensez-vous, en fait, et puis peut-être aussi, en fait, une sorte d'histoire relative à leur peuple infuse, pensez-vous qu'ils maîtrisent tout de même mieux, en fait, les notions du bien et du mal, et en fait, malgré le fait, ou en fait, omettant le fait qu'ils sont incapables de faire du mal, pensez-vous qu'ils ont une meilleure maîtrise de ce que c'est de faire le bien, et donc sont plus bons que mauvais? Je pense que pour répondre à ça, il faut se demander qu'est-ce qui motive
de faire le bien, puis qu'est-ce qui motive de faire le mal. Les motivations que nous avons de faire le mal sont basées sur quoi? Quand on prend notre planète, là. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que on fait la guerre? Qu'est-ce qui fait qu'on se fait la guerre? Qu'est-ce qui fait... Puis en dehors de la guerre, la haine qui existe au niveau de certains individus, ou groupes sociaux, ou ainsi de suite. Quels sont les facteurs qui viennent nourrir ce désir de faire le mal? Dans notre cas à nous, il y a l'argent qui y est pour beaucoup. Il y a le déséquilibre social qui fait que les pauvres vont détester les riches vont mépriser les pauvres. C'est l'argent qui fait ça. Le contrôle des ressources, le contrôle, le pouvoir. Alors, je pense que faire le bien et faire le mal sur Terre, ici, c'est relativement basé sur ces motivations-là. Si ces motivations-là sont différentes, sont inexistantes, et donc différentes ailleurs, j'imagine que ceux qui feraient le mal le feraient pour des motivations totalement différentes, des trucs qu'on ne comprendrait pas, nous. Et leur façon de faire le mal, pour nous, ce serait peut-être une bagatelle, alors que pour eux, c'est effrayant de faire ça. D'accord. Et puis pour nous, ben, ce serait, ben là, franchement, c'est pas bien grave. T'sais. Alors on aurait Moi, je pense que si nous avions devant nous des gens qui ont 500 000 ans ou 5 millions d'années d'avance, ou même juste 50 000 ans d'avance sur nous, on serait complètement étrangers à toute leur motivation, à tout ce qui... J'ai un bouquin, moi, qui est sorti là-dessus, là. Il était une fois des humains et des extraterrestres, ça traite justement de ça. Ça, je peux le dire, parce que même si c'est enregistré, je sais que ça passe en hiver, donc c'est sorti en septembre. D'accord. Mais ça traite de ça. Alors, t'as affaire à des... Imagine seulement un type je sais pas, moi, un grec 200 ans après Jésus-Christ, et tu te présentes, toi, là, avec d'abord ta technologie, tu te présentes avec tout ce que tu as, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Ce gars-là te comprendra pas. T'auras beau y expliquer comment tu vis, il te comprendra pas. Parce que les communications, on ne connaît pas ça. Internet, téléphone, télévision, il comprend pas ça. Il comprend pas que tu sais autant de choses, alors que lui est très, très limité à ce qu'il sait. Puis tout arrive, tu sais tout. Déjà là, c'est quelque chose qu'il ne comprendrait pas. C'est sûr que tu ne pourrais pas te servir de ton... Si tu voyageais dans le temps, tu ne pourrais pas te servir de tes appareils pour y faire des démonstrations, parce que ça faut quand même des satellites. Là. Mais emmène-le ici, par exemple. Lui, il devient fou, là. Il voit les écrans, puis ça, avec des choses dessus, puis pour lui, ça n'a aucun sens, tu sais. C'est la folie furieuse, tu sais. Il n'y a comme pas eu de préambule au niveau de l'apprentissage qui donnerait, en fait, sur la technologie du jour présent. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, ben je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va faire nos bye-bye. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'être venus. Je parle bien sûr à Nicolas, mais aussi à Christiane Bourdon. Ça me fait plaisir d'avoir travaillé avec toi. C'était très agréable. Merci toi aussi, beaucoup. Nicolas, de te revoir. Merci. Et puis là, nous autres, ben, on va aller prendre un verre d'eau, puis on va en enregistrer un autre. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Bonjour. Bye. CJMD 96.9, l'alternative.